Parfois, l'entourage même ne sait pas exactement que la personne est aux prises avec une dérive sectaire. La pandémie, c'est du pain béni pour les gourous. Ce qui existe aujourd'hui n'aurait pas pu exister il y a 30 ans. En fait, il y a vraiment un très très gros discours réactionnaire. Souvent, l'entourage vient nous voir trop tard. Les pouvoirs publics ont baissé la garde. Carole est morte après un jeûne mal encadré. Elle souffrait de problèmes de thyroïde. Julie a arrêté ses chimiothérapies pour suivre une cure ayurvédique. Constance a choisi de manger cru pour soigner son endométriose. Et puis il y a tous ces invisibles qui, derrière leurs écrans, suivent les conseils d'un homme sans aucune formation médicale. Cet homme, c'est Thierry Casasnovas. On n'a pas besoin de la dézinguer avec de la morora, ta tumeur, pour qu'elle disparaisse. On peut faire autrement. Et les effets secondaires sont bien moindres. Au contraire, les effets secondaires de la consommation de pastèques, globalement, je vais te dire, c'est un grand sourire et une satisfaction. Avec son demi-million d'abonnés, les médecins s'inquiètent de son influence. Lui, je le connais très bien parce que j'ai déjà regardé plusieurs de ses vidéos sur YouTube, évidemment, parce que je ne voulais pas mourir idiot. J'ai failli prendre mon téléphone et appeler un juge pour porter plainte. Cette personne qui est libre fait malgré tout de l'exercice illégal de la médecine. En plus de ça, alors avec un bagou que l'on peut remarquer, qui est tout à fait intéressant, mais en disant à peu près une bêtise par phrase. À peu près tout ce qu'il dit est faux. Là, par exemple, le cancer n'est pas une maladie. Moi, ce qui me frappe aussi en regardant Thierry Casasnovas, c'est le plaisir qu'il a à être sur scène et à faire... Franchement, c'est un battleur, quoi. Il ferait du théâtre, on serait très content. Il raconterait des contes de science-fiction pour les autres aussi, pour Tal Chalère, etc. Bon, on n'aurait rien à dire. Mais le problème, c'est qu'il parle de la réalité réelle. Pour contrer ce discours, un collectif de citoyens est né en ligne. Face à la caméra, l'extracteur reviendra bientôt. On a reçu plusieurs dizaines de témoignages. Il y a pas mal de gens qui disent avoir perdu leurs cheveux, avoir perdu leurs dents, avoir perdu énormément de poids, s'être déclenché des diabètes, enfin plein de gros problèmes de santé. On a des personnes aussi qui ont perdu un proche, une maman, une belle-mère, un ami, qui écoutait ce genre de discours, ce genre de vidéos, et s'est convaincu de ne pas faire appel à la médecine scientifique, et donc de ne pas soigner un cancer, de ne pas soigner telle ou telle maladie, pour essayer de se soigner par le jeûne, par les jus, par je ne sais quelle machine inventée. Il y en a plusieurs, hein. Il y a Casasnovas, il y a Tal Chalère, il y a Jean-Jacques Crèvecoeur qui ont des discours par rapport à la maladie qui sont des discours à risque. Mais on ne meurt jamais d'une tumeur. Et là aussi, je mets quiconque au défi de me prouver qu'on meurt d'une tumeur. On ne meurt pas d'une tumeur. Et tu te rends compte à quel point on nous a lavé le cerveau. On nous a persuadé que la tumeur était le problème et qu'on mourrait de tumeur. C'est faux, c'est archi faux. Personne n'est jamais mort d'une tumeur. Ils tiennent compte quand même d'essayer de ne pas se faire prendre, c'est-à-dire que vous verrez à peu près sur tous les sites qui parlent de santé que, bien entendu, jamais on ne conduirait quelqu'un à arrêter ses traitements. Que bien entendu, on n'établit pas de diagnostic. Mais ça, c'est la vitrine. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de contact direct, donc ils peuvent répondre que ben non, c'est la personne toute seule qui a interprété. Il y a une espèce d'immunité d'un côté comme de l'autre, de non-engagement de la part du gourou, bien qu'il diffuse, et de non-engagement de la personne, puisque ça rentre dans une habitude qui est celle de la consommation régulière que l'on a des réseaux sociaux. En cas de dérive sectaire, une des difficultés consiste à qualifier l'emprise psychologique de la victime. Tout comme dans les affaires d'inceste, elle se sent souvent coupable et souffre d'un isolement supplémentaire. Moi, personnellement, je ne crois pas en connaître, mais ce qu'on découvre aussi, c'est que parfois, l'entourage même ne sait pas exactement que la personne est aux prises avec une dérive sectaire. Souvent, l'entourage vient nous voir trop tard. Il serait venu plus tôt et peut-être la personne aurait pu répondre à quelque chose. Parce que, si vous voulez, l'entrée dans un mouvement comme ça se fait toujours... c'est pas une obligation, on ne vous ligote pas les deux mains en vous disant « rentrez hein ». C'est parce que vous êtes tenté. On parle beaucoup du consentement en ce moment, mais c'est un des traits majeurs du phénomène sectaire. C'est que quand vous rentrez dans un mouvement, vous n'avez pas un consentement éclairé. On vous propose
des réponses à vos questions que vous pouvez entendre et admettre. Par contre, on ne vous dit jamais là où on va vous emmener. Et c'est en ça que le consentement n'est pas éclairé. L'abus de faiblesse est difficile à prouver et pour les familles qui vont porter plainte, il y a le vrai risque ensuite que comme on n'a pas réussi à recueillir suffisamment de preuves, le gourou soit acquitté. Alors là, c'est vraiment double peine. Il y a une évolution du droit et surtout il y a une évolution de la jurisprudence. Il y a des gens qui ont été poursuivis et c'est pas parce que votre secte vous la dirigez caché derrière un écran que c'est moins grave. Et là-dessus, la jurisprudence est très claire. Pour éviter que des drames surviennent, une cellule spécialisée de la police judiciaire surveille les dérives sectaires sur tout le territoire. Depuis 2009, la CAIMAD a traité une 60aine de dossiers. On a ce qu'on appelle une veille opérationnelle. On a donc tout ce réseau de correspondants, on a le service de renseignement territorial, on a la Miviludes, et voilà, ça nous permet d'avoir des renseignements qui remontent. Voilà. Et à partir de là, si effectivement on a des renseignements concordants, on peut enclencher une enquête. Thierry Casasnovas est déjà dans le viseur de la Miviludes, l'organisme qui lutte contre les dérives sectaires en France. Depuis 5 ans, il a fait l'objet de plus de 600 signalements, dont 70 rien qu'en 2020. Le commissaire Béraud confirme qu'il fait l'objet d'une enquête. Les mêmes qu'on pouvait trouver au bar du village et que personne n'écoutait, maintenant, grâce à Internet, ils ont un écho qui effectivement est disproportionné par rapport, j'allais dire, à ce qu'ils disent, quoi. On a des gens qui sont intelligents, qui ont des professions parfois de style pilote de ligne, de style agents commerciaux, donc pas des gens qui sont qui ont une certaine culture et qui sont prêts parfois à croire n'importe quoi. Pour l'ancienne députée Catherine Picard, l'efficacité de la lutte contre les sectes s'est amoindrie. À l'époque, il y avait les RG, qui fait que même dans les ministères, jusque dans les années 2005-2006, sous réserve, on avait des référents sectes partout. Il y avait une personne qui était le référent secte. Ça a complètement disparu. Il nous est arrivé de voir ressurgir des dossiers qui étaient classés des années 1985, dans les 5 dernières années, et de personnes qui, ayant été condamnées pour des pratiques dans les années 85-90, se sont fait assez discrets et ont refait autre chose et reproposent autre chose dans un domaine totalement différent. On a récupéré plus de dossiers dans la période du Covid que l'année dernière, par exemple. C'est lié clairement à la pandémie. La pandémie, c'est du pain béni pour les gourous. Ceux qui étaient déjà sur ce secteur du bien-être, qui étaient anti-vaccination, anti-soins contre le cancer, anti-médecine, médecine scientifique, qui prônaient déjà des méthodes un petit peu plus que curieuses, inévitablement, ils se greffent sur l'actualité. Cette pandémie a d'ailleurs profité à Thierry Casasnovas. Ces derniers mois, le youtubeur a gagné en abonnés. Des internautes fervents qui ne supportent pas la critique. Ça peut donner lieu à des injures, beaucoup de calomnies sur les réseaux, des menaces, de l'intimidation, des menaces même de mort, qui ont valu d'ailleurs le fait que je dépose plainte en mon nom pour ça, parce que c'était vraiment mon nom, mon identité, mon lieu de travail circulait sur les réseaux sociaux. Et en fait, depuis des années, on a l'impression de crier dans le vide, personne ne nous écoute, il n'y a pas vraiment de relais, et là, ça semble être en train de changer, il y a des annonces, il y a une prise en compte qui a l'air, en tout cas c'est des annonces, on va voir si les actions vont suivre. En mars 2021, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, enchaîne les interviews pour communiquer sur le sujet. Je pense qu'il y avait une intuition, si je peux le dire de cette manière, qui existe au plus haut niveau de l'État. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République a souhaité que pour la première fois, il y ait un décret d'attribution ministérielle avec un ministre, moi en l'occurrence, chargé de la question de la lutte contre les dérives sectaires. C'est la première fois, ça n'est jamais arrivé auparavant qu'il y ait un ministre qui soit chargé de lutter contre ces phénomènes de dérives sectaires. En France, 4000 médecins pratiquent des thérapies alternatives en parallèle de leur exercice de la médecine conventionnelle. Un mélange des genres qui peut perdre le patient dans son parcours de soins. La naturopathie, par exemple, enregistre plus de 600 nouveaux praticiens en 2021 contre une petite centaine il y a 10 ans. Cette science prétend soigner les maux des individus en effectuant des réglages sur leur hygiène de vie,
sans faire appel aux médicaments. Tous les mois, l'Institut Gustave Roussy accueille des malades du cancer qui ont dégradé leur état de santé en cherchant à se soigner naturellement. Souvent, ils ont tenté des régimes de restrictions alimentaires, type jeûne intermittent ou cétogène. C'est pas la naturopathie qui pose problème, c'est le fait que certaines personnes, thérapeutes plus ou moins confirmés, l'utilisent pour détourner les patients des médecines qui ont démontré leurs bénéfices pour telle ou telle pathologie. À partir du moment où il y a une ouverture d'esprit aussi importante de leur côté que de la nôtre, ça ne me pose pas de problème. Ce n'est pas nous qui détournons les patients de la naturopathie, c'est les naturopathes qui détournent les patients de la médecine conventionnelle, malheureusement. En France, il existe une fédération qui réunit 8 écoles de naturopathie. Chaque établissement a sa spécialité. Le cas le plus fréquent, c'est quelqu'un qui va venir me voir pour une problématique de brûlure d'estomac. Depuis quelques années, on commence à en parler que l'estomac, le système digestif, c'est le deuxième cerveau. On a découvert des neurones. En fait, c'est l'intelligence émotionnelle qui est là. Donc, juste donner quelque chose antiacide qui n'est pas d'ailleurs de notre ressort, qui est du ressort de la médecine conventionnelle, ça ne va pas arranger les choses. Ça va arranger peut-être sur l'instant. Mais nous, on préfère être une sorte de détective et explorer avec la personne quelles sont les émotions non exprimées qui vont être à l'origine de ça. Les bonnes respirations, le bon mouvement, ça peut être du tai chi, du qigong, de donner à la terre un tout petit peu son anxiété. Faire le raccourci en disant que si on est anxieux ou dans un état psychologique particulier, on n'aura pas les nutriments qui arriveront aux cellules, je ne crois pas que ça soit démontré. Derrière tout ça, il y a la génétique, il y a l'environnement plus global, parce que les naturopathes ont raison, il faut probablement aider les gens à se comporter mieux dans ce qui est modifiable, l'activité physique, l'alimentation et sûrement plein d'autres choses, mais il y a plein d'autres choses qu'on n'est pas capable de modifier. Le problème de ce développement personnel, entre guillemets, ou de ces pratiques de santé alternatives et à risque, c'est qu'elles vont faire reposer sur la personne elle-même la responsabilité d'aller mal. Il y a des victimes qui nous contactent et qui nous disent moi, ça n'a pas marché pour moi. C'est pas Thierry Casasnovas ou l'autre promoteur de telle ou telle méthode qui est responsable, c'est moi, j'ai pas assez bien fait. Il n'y a même plus d'intérêt par rapport aux autres, en plus. Il y a une déresponsabilisation qui est ahurissante. Vous voyez ? Parce que finalement, si les autres, ils n'y arrivent pas, c'est leur karma, c'est leur chemin, ils n'en ont pas cassé. Quelqu'un qui a un cancer, qu'on attribue à un conflit psychique, et le cancer continue à évoluer, et continue à chercher son conflit psychique, mais vous vous rendez compte, le drame ? C'est pathétique, quoi. J'ai le cas d'une jeune femme qui avait 34 ans, qui est morte d'un cancer du sein en pourrissant sur place, quasiment, de son cancer pas soigné. Et cette pauvre jeune femme qui était entourée par sa famille, par son mari, qui ont essayé, quand ils l'ont emmenée à l'hôpital, il était largement trop tard. Et l'espèce de charlatan exerçait ses talents dans une arrière-boutique en la nourrissant de jus. Dans les couloirs du pouvoir, le sujet dérange et divise. Faut-il encadrer ces nouvelles thérapies ou faut-il, au contraire, les désigner clairement comme inefficaces et dangereuses ? Pour les anciens responsables de la Miviludes, l'État a laissé faire des pratiques inacceptables. Une défaillance, manifestement. Le moindre objet, par exemple, le moindre jouet que vous mettez en vente dans un supermarché, s'il n'est pas homologué, s'il n'y a pas eu des contrôles par la DCGRFF, etc., il ne passe pas. Hollande, son Premier ministre, son cabinet avait fait une étude là-dessus, une note de recommandation, pour qu'il y ait une forme de législation, de réglementation autour des médecines non conventionnelles cette fois-ci, dont la naturopathie. Il y a une forme de laxisme qui a pris jour et je suis aussi persuadée qu'il y a eu de l'entrisme de lobbying au sein de ce gouvernement précisément qui fait que on ne veut plus appeler un chat un chat. Les mouvements les plus influents évidemment cherchent à occuper des fonctions importantes dans les lieux de pouvoir.
que ce soit le pouvoir économique, il y a un entrisme aussi dans les sociétés, dans le milieu universitaire, le milieu politique aussi, il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire on cherche évidemment à influencer à travers des responsables politiques qui ont un poids. Mais ça fonctionne ? Ça peut fonctionner, oui, bien sûr que ça peut fonctionner. Tout à fait. Je ne veux pas rentrer nominativement, mais on a eu des exemples, effectivement. Je pense que des grands mouvements, de grands mouvements ont été acteurs pour faire en sorte que la mission interministérielle perde de son efficacité. Est-ce qu'on peut considérer que dans un état de droit, du jour au lendemain, sous motif qu'il n'y a pas un drame historique comme l'OTS, on abandonne un sujet et on laisserait des gens se faire totalement escroquer intellectuellement, avoir des atteintes à leur dignité par des charlatans qui auraient pignon sur rue. Ça n'est pas entendable. Les pouvoirs publics ont baissé la garde. Quand vous voyez aujourd'hui que la plupart, voire la quasi-totalité des facultés de médecine ont déroulé le tapis rouge à toutes ces méthodes, c'est-à-dire qu'on délivre des diplômes, des unités de valeur pour le reiki, la kinésiologie. Donc ça donne un vernis officiel, ce qui vous permet d'avoir une plaque de maître diplômé de la faculté de Strasbourg. Pour moi, c'est un vrai scandale. Et je me demande pourquoi le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Universités ne remet pas de l'ordre. Vous imaginez même qu'à la PHP, c'est-à-dire les hôpitaux de Paris, on a aussi ouvert les portes à toutes sortes de coupeurs de feu, reiki, kinésiologues, etc., qui viennent soulager, soi-disant, les souffrances, donc très bien, et qui servent un peu les malades un peu de cobayes, j'ose employer le terme. On expertise en réalité sur des vrais malades dans les hôpitaux de Paris ces méthodes. Ça a été reconnu par la directrice à l'époque de la PHP devant la commission d'enquête sénatoriale. Et ça m'inquiète beaucoup. Surtout qu'on a le groupe d'études sur les sectes, que j'avais présidé le dernier jusqu'en 2017, n'existe plus. En fait, on vit une contradiction qui est que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaît la naturopathie comme une médecine traditionnelle. Donc en fait, il y a une reconnaissance de ce côté-là. Mais en France, c'est qu'il y a une activité, on va dire, qui est autorisée ou tolérée, mais il n'y a pas de reconnaissance. Donc effectivement, si demain, quelqu'un, même sans aucune formation, même pas celle de 3 jours, veut mettre une plaque de naturopathe, il n'y a pas de souci sur le plan juridique, sous réserve qu'il soit avec l'administration fiscale, que ça soit en bonne et due forme. En même temps, on peut se tromper que soi-même, donc il n'ira pas très loin, puisque être un vrai naturopathe, ça sous-entend qu'il y a un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. J'estime que le citoyen a du mal à s'y retrouver et peut se tromper, et être trompé en réalité, en allant en confiance vers ces méthodes maintenant, qui, je le rappelle, n'ont jamais guéri de cancer, et n'ont jamais guéri de sida ou de pathologies lourdes. Faudrait-il tout simplement que la MIVULID soit bien claire, et identifier et spécifier les gens qui n'ont pas de formation et qui font cela. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion des gens. Parce que dans les écoles de naturopathie aujourd'hui, comme la FENA le prône et l'applique, d'ailleurs on a des accords au niveau de la FENA qui interdit toute appartenance à un groupe sectaire. La spiritualité n'est plus seulement l'apanage des religions. Elle se propage désormais dans toutes sortes d'activités commerciales. Des pratiques qui sont, en apparence, inoffensives. La plupart de ces pratiques-là, elles se fondent sur des croyances, sur le corps éthérique, le corps ceci, le corps cela, la spiritualité, le psychique qui commande le physique, enfin voilà, mais qui n'ont pas de validation scientifique du tout. On est assez inquiet quand on voit rentrer, quand on voit la tentative de rentrer dans les écoles, la méditation par exemple. Je trouve ça il faudrait que les parents se rendent compte que c'est pas simplement de la relaxation. Si on parle relaxation, ça je suis assez pour, voyez, parce que je pense que des techniques de respiration, pourquoi pas. Mais quand on parle méditation, on va conduire à une vision du monde qui est différente. On a besoin de sens
pour continuer à vivre, chercher un sens, trouver ce sens. Les gens qui sortent, non seulement ils ont appris des choses, non seulement ils ont appris à pratiquer, ils ont aussi changé eux-mêmes. Ils ont réussi à créer cet espace en eux-mêmes pour recevoir l'autre en empathie, sans le juger. Il y a cette dimension ésotérique, philosophique dans tout cela. Et ces gourous l'ont très bien compris. Certaines pratiques, vous allez me dire, mais t'es un véritable inquisiteur, il y a des sectes partout, peut-être que je suis tombé là-dedans aussi, mais le yoga peut être un point d'entrée terrible. Thierry Casasnovas a lui aussi parié sur le tandem spiritualité et santé au naturel. Il s'est entouré d'une agence de communication évangélique. Ça s'appelle régénère. C'est comment en fait notre corps, quand il est en bonne santé, il se régénère tout seul et on peut être dans notre plein potentiel. J'ai eu la chance de faire un de ces stages et j'en suis ressorti boosté. Le créateur de Progressif Media, David Bonhomme, promeut entre autres le leadership chrétien. Le christianisme est-il démodé dans sa forme? Je dirais aussi que Dieu m'a mis à cœur aussi de trouver sur le plan alimentaire, sur le plan du mode de vie, vraiment un changement radical et j'ai vraiment trouvé une façon de me régénérer suivant ces enseignements. On a un discours religieux ultra évangélique qui ressort. Il y a le côté, en fait, les lois du vivant, c'est les lois de Dieu. Ça, il le dit lui-même. Le côté créationnisme, avec vraiment Dieu a créé l'homme à son image, et donc il est parfait, et donc c'est vraiment ce qui expliquerait qu'il pourrait se régénérer, etc. Par exemple, quand il va dire dans une vidéo, moi dans les questions-réponses, quand je réponds aux questions de santé des gens, en fait je coupe mon cerveau et je laisse Dieu parler par ma bouche. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment voir, et il le dit d'ailleurs plusieurs fois, ce qu'il a sauvé, alors il y a la version c'est les aliments crus, il y a la version c'est la repentance, et puis il y a la version c'est le baptême. Il y a la version depuis que voilà, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Dieu, j'ai été sauvé. Donc il y a vraiment cette importance du discours religieux et évangélique qui est très fort et qui n'est pas perçu par tous les sympathisants. Ouais, non, j'ai une queue de cheval, je ressemble à un hippie, mais vous inquiétez pas, je suis intégriste au possible. Traditionnaliste. Non, c'est un cheval de Troie, là. Sous des aspects, sous un couvert un petit peu écolo, sympathique, de naturel, de retour un petit peu à cette nature, à cette terre-mère, etc. En fait, il y a vraiment un très très gros discours réactionnaire qui est derrière. Entre écolos radicaux et catholiques traditionnalistes, des relations existent. Après avoir créé un faux profil, nous sommes allés dans un groupe Facebook qui promeut ces théories. En quelques heures, nous avons été contactés par une partisane de la Manif pour tous, visiblement anti-IVG. Formée par Thierry Casasnovas, elle s'est proposée pour nous aider à soigner un cancer du sein. Dans son discours, aucune mention de la religion. Selon elle, le corps peut s'auto-régénérer. Sur les femmes, c'est vraiment, il faut faire de la contraception naturelle, il faut donc pas se faire avorter, il faut faire attention à comment on s'habille, à comment tout ça. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que son public, c'est principalement des femmes. Le prophète Jérémie, je crois, il y a un verset qui dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». C'est-à-dire que sur le plan spirituel, un enfant existe même avant qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère. Donc l'avortement n'est en aucun cas un acte anodin, du style « Ouais, je peux prendre mon plaisir, mon utérus c'est ce que je fais ce que je veux, et puis après j'avorte ». Et pour autant, c'est pas des choses qui vont toujours les alerter. C'est-à-dire que on voit que dans son public, ce discours-là, il y a beaucoup en commentaire, moi je suis une femme et ça me choque pas, il a le droit de le penser, etc. Voilà. Alors si c'était un parti politique qui aurait les mêmes avis, les mêmes opinions, qui proposerait les mêmes choses, je suis pas sûr qu'on tolérerait. Mais comme c'est quelqu'un qui paraît sympathique, qui est de confiance, pourquoi pas, ça paraît il a le droit. Si des personnages comme Thierry Casasnovas arrivent à émerger, c'est qu'il y a une attente réelle du côté des malades. Malheureusement, en cancérologie, on ne prend jamais suffisamment de temps, et donc il faut vraiment qu'on puisse retrouver ce temps d'échange, de communication bilatérale qui permette que le patient dise « voilà, moi ma vie c'est ça, ce que je voulais en faire c'était ça, par rapport à cette information, qu'est-ce que vous me proposez comme traitement ?» Les gens ont envie d'être écoutés et d'être entendus. Donc le naturopathe, par exemple, va prendre beaucoup de temps pour écouter et entendre et pour comprendre.
nous, on essaye de questionner les dangers et les dérives qu'il peut y avoir autour de la santé sur Internet. Et il y en a de multiples. On parle de Casas Novas, mais il y en a plein d'autres et on aborde aussi bien d'autres personnes sur notre blog ou nos vidéos. Mais leur réponse, c'est ça, c'est de créer, de parler de guerre ouverte, de dire qu'il y a l'ombre face à la lumière, que c'est vraiment le moment où il va falloir se révéler. Parfois, ils font des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale en disant c'est le moment où on va voir qui est collabo, qui est résistant. Et en fait, c'est cette agitation de la confrontation entre deux caricatures qu'ils font, qu'on se résout à ne pas faire. Je pense qu'il y a des choses à regarder de près dans les médecines alternatives ou quoi, il y a des choses à étudier, il ne faut pas se fermer à tout. Florence Spengos est une adepte de ces théories, mais elle ne suit pas Thierry Casasnovas. Je crois en l'utilisation des plantes pour beaucoup de choses. Maintenant, j'utilise les plantes en première intention. Mais après, si ça ne suffit pas, bah oui, je me tourne vers l'allopathie qui a quand même fait ses preuves. Il y a quelques années, lorsqu'elle démarre des chimiothérapies pour son cancer du sein, les médicaments ne parviennent pas à atténuer ses nausées. Comme 60% des malades du cancer, elle se tourne alors vers une médecine non conventionnelle, en parallèle des traitements. Pour elle, ce sera l'homéopathie. Après des heures passées à lire des revues spécialisées, à faire des formations ou à se rendre dans des salons du bien-être, elle a aujourd'hui radicalement changé ses habitudes de vie. Du bio dans l'assiette et des compléments alimentaires quotidiens. Je pense que la nature est faite de telle manière que si on ne déséquilibre pas, on peut se guérir de... Moi, je pense qu'on peut se guérir de tout, quoi. S'auto-guérir, je veux dire, soi-même. Donc ça, c'est ce que je crois. Après, j'ai vu des choses marcher, notamment pendant le cancer. Ce qui existe aujourd'hui n'aurait pas pu exister il y a 30 ans parce que la société ne réclamait pas cela. Je crois que c'est l'adaptation d'une demande légitime, vous et moi, qui nous inquiétons sur le climat, la santé, la nourriture, le bio, le pas bio, les pesticides. Je crois que ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que le phénomène sectaire, il est une réponse à des demandes légitimes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des demandes légitimes qu'il faut avoir des réponses d'escrocs. Sur la proposition de son épouse, Nicolas a accepté de faire un stage de jeûne randonnée d'1 semaine. Florence voulait tenter l'expérience dans un but détox, lui souhaitait perdre un peu de poids. Chaque soir, les participants pouvaient assister à des conférences sur la santé. L'organisatrice de ce stage, située dans le Médoc, n'a pas de formation médicale. Par contre, elle s'est entourée de spécialistes. Il y a à boire et à manger. J'ai vraiment l'impression que, ce qui est assez comique d'ailleurs dans un cadre de jeûne, mais pour ces conférences, j'ai l'impression que se crée une espèce d'écosystème, de nébuleuse, de contributeurs plus ou moins intéressants, mais aussi plus ou moins, légitimes. Là, on a eu le droit à un intervenant qui s'est présenté comme magnétiseur, démagnétiseur, détecteur de courants et de failles telluriques sous les maisons et les appartements. Sérieusement, il avait un business à vendre, et son business, c'était ça. Écoutez, si quelque chose ne va pas bien dans votre vie, chère madame, peut-être qu'il y a une faille tellurique sous votre appartement qui n'a jamais été détectée, et il y a des puits d'énergie magnétique négative qui vous pompe tout votre bien-être, toute votre santé. Enfin, de la folie pure. C'était du grand n'importe quoi. Là où j'ai un problème, moi, avec ce genre d'approche, c'est que dans ce milieu où il est quand même question de santé, si on fait un jeûne, c'est pas pour passer le temps, c'est pas parce qu'on a envie de jeter son argent. Il y avait des personnes dans ce stage qui avaient de vrais problèmes de santé. Il y avait des cancers, il y avait des problèmes digestifs de très longue date, des grandes difficultés de perte de poids, enfin des gens qui étaient, je ne dis pas au bout du rouleau, mais qui avaient quand même essayé beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un public fragile, et auquel il est facile de faire passer des messages dangereux. Une des étapes de la dérive sectaire, c'est la rupture. Quand l'idéologie prend trop de place, et qu'il devient impossible de dialoguer avec ses proches. On a vu des femmes, rompre avec leur famille en 1 semaine.
une fois qu'elles étaient sous l'emprise d'un gourou. C'est-à-dire, elles participaient à un stage de Reiki, de méditation, et en une semaine, 10 jours, leur comportement était totalement changé et amené peut-être sur des fragilités antérieures à rompre totalement parce que elles ne pouvaient pas supporter que l'autre lui dise c'est pas possible, mais regarde, c'est une aberration ce que tu es en train de me raconter. Au départ, j'étais comme ça, j'avais envie que toute ma famille fasse comme moi, toute ma famille se mette au bio 100%, ce que j'ai pas réussi. Et on se pose la question, ah oui, mais si je vais au restaurant, bah là c'est pas du bio, quoi. Qu'est-ce qu'on nous donne à manger et si je suis invitée, mince, moi qui fais un régime sans gluten strict, bah, on va me donner du pain, des pâtes, enfin... du coup, je ne vais pas réussir. Donc moi, dès le début, je me suis dit, je ne vais pas aller embêter les autres avec mon choix. Mais j'en ai vu autour de moi qui finissent par refuser des invitations en se disant, bah non, parce que sinon, je romps le régime que j'essaie de faire. Dans les réseaux de pratiques alternatives, les réseaux New Age, les réseaux de spiritualité, méditation, etc., parfois on avait le sentiment déjà que la personne qui était sous emprise, à partir d'un moment, se radicalisait toute seule dans la doctrine. À partir du moment où tu vois un médecin diplômé d'État, moi ça me va. Je vois un médecin diplômé d'État. Je continue à voir un médecin diplômé d'État, rassure-toi. Le jour où tu m'amènes un chaman ou une rebouteuse... Ça peut être très intéressant, si ça se trouve. Hein? Ma grand-mère maternelle est décédée d'un cancer abdominal, et c'est un cancer du côlon, je crois. Et je me rappelle les lamentations de ma mère, qui regrettait amèrement de ne pas avoir pu convaincre sa propre mère de faire confiance à l'allopathie plutôt qu'au livre de Rika Zaraï. Ma grand-mère avait essayé de se soigner avec des bains de siège. Quand ma grand-mère a finalement consulté, le vrai médecin, c'était trop tard. Vous savez, aujourd'hui, c'est encore pire. À l'époque, il fallait acheter le bouquin de Rika Zaraï. Maintenant, il suffit d'aller sur Facebook ou n'importe quel réseau social et on est abreuvé d'âneries, toutes les âneries possibles et imaginables. Il n'y avait pas, il y a 20 ans, certaines personnalités très, très présentes médiatiquement, comme Pierre Rabhi, par exemple, ou d'autres, Casas Novas, ou autres, qui étaient là, mais ils n'avaient pas les réseaux sociaux, c'était plus compliqué pour eux d'exister. Aujourd'hui, on leur ouvre des portes, des boulevards de médiatisation. Il est absolument évident qu'il y a un marché colossal. On parle de milliards et de milliards. Hein. Ce sont tous les salons de bien-être, ce sont la porte de Versailles chaque année. Vous allez voir l'affluence qu'il peut y avoir. On vous vend toutes sortes d'appareils magiques, hein, de la médecine quantique par exemple, à prix d'or. Hein. Et vous avez aussi toutes ces formations, tous ces traitements qui au départ sont indolores financièrement et qui le deviendront petit à petit. Faut-il jeter tout à la poubelle ? Je ne crois pas. Quand mon épouse a eu son traitement de chimiothérapie, j'ai constaté de mes yeux que les compléments alimentaires qu'elle prenait l'ont aidée à ne pas avoir de nausées, ou très peu. C'est encore plus compliqué justement quand on essaie de soigner de manière plus naturelle, parce que les études, il y en a beaucoup moins. Il est bien évident que les industriels de la chimiothérapie ou les industriels de la nutrition telle qu'elle est faite à l'hôpital ne vont pas financer des études sur ce sujet-là, c'est normal. Mais par contre, bon nombre de financements académiques peuvent être disponibles pour des études sur ce sujet-là. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire les études. Je crois qu'il faut raisonnablement ne pas fermer la porte à toutes ces possibilités thérapeutiques, mais avoir un processus d'évaluation qui soit le plus scientifique possible pour le démontrer. Actuellement, il n'y a pas de preuve que ça marche.